Salam alaikum Azul Flaoun. Bonsoir. La répression des derniers vendredis du Hirak a peu d'équivalent depuis le soulèvement populaire du 22 février 2019. Presque toutes les manifestations à travers le territoire national ont été violemment empêchées par la police en conduisant des contrôles d'identité, des interpellations systématiques, en matraquant sans discrimination femmes, enfants, vieillards, étudiants, journalistes et en usant de gaz lacrymogène. Ce sont des milliers de personnes qui ont été menacées, terrorisées, blessées et agressées physiquement. Cette répression et la volonté d'empêcher les manifestations du Hirak ne sont pas pour autant surprenantes. Elles sont la conséquence de la criminalisation du mouvement populaire depuis le 19 février 2021, date de reprise des mobilisations après une année de suspension volontaire. La criminalisation graduelle du Hirak vise à faire admettre à la société l'hyperviolence comme moyen d'étouffement de la dynamique populaire. Elle est soutenue par des campagnes haineuses menées par des appareils médiatiques, des journalistes, des artistes, des universitaires à la solde du régime qui stigmatise le Hirak et justifie la nécessité de la répression. Comment le régime sous Tebboune s'est-il pris pour orchestrer cette répression? Il est allé crescendo. Le harcèlement policier et judiciaire des hirakistes s'est accentué au cours des derniers mois. Arrestations sommaires, perquisitions à domicile, recours abusifs aux détentions provisoires, garde à vue prolongée et contrôle judiciaire ont fortement augmenté en nombre et en sévérité. Ces procédés visent à réduire par tous les moyens possibles la capacité d'action de militants infatigables qui sont systématiquement répertoriés et persécutés par les services de la police politique. La restriction des libertés de manifester, d'être en désaccord avec la politique du commandement militaire, de vouloir passer en force contre la volonté du peuple tout entier est une escalade sans précédent dans la vie publique du pays. Cette répression dont la férocité n'a d'égal que celle des pires dictatures qui est connue le monde à l'image de la Birmanie ou de la Corée du Nord. La feuille de route incarnée par Saïd Chinguiriha a au passage humilié le président désigné M. Tebboune. En effet, les élections législatives prévues le 12 juin 2021, événement politique par excellence, a été pris en charge par les services du renseignement intérieur qui a porté à sa tête M. Chinguiriha comme directeur de campagne et chargé de la communication, disqualifiant le président Tebboune, réduit au silence, lui ôtant tout rôle politique. La reprise en main politique du pays est devenue une réelle par l'état-major faisant valoir le fameux article 30 et son alinéa 4. L'état-major est le seul et unique représentant politique de toutes les institutions. La campagne qui est réalisée par Saïd Chinguiriha en est la mère réalité, reléguant M. Tebboune complètement effacé, disqualifié en deuxième plan, ne lui laissant qu'une interview au magazine français représenté par M. Daoud et M. Mehdi, dans une espèce de publi-reportage qui, faut-il le rappeler, n'honore ni la corporation des journalistes, ni les personnes elles-mêmes. Cette interview ressemblant plus à une opération marketing et d'une indigence intellectuelle et politique, lyrique par moments où le mensonge côtoie l'irresponsabilité. Au moment où le pays gronde sa colère, sa douleur et observe qu'après près de 2 années de présidence de M. Tebboune, le bilan est catastrophique sur tous les plans, économiques, social, culturel et sanitaire. Faut-il rappeler que nous sommes le pays africain qui vaccine le moins, que la prise en charge de nos malades est désastreuse, où la pénurie d'anticancéreux est récurrente, alors que nos officiels, pour un petit bobo de santé, sont pris en charge immédiatement dans les meilleurs hôpitaux européens. À la crise sanitaire, une crise économique qui est en train de débouler et qui risque d'emporter tout sur son passage. Force est de constater que rien n'est fait pour anticiper, amortir et protéger les plus faibles d'entre nous. La répression indifférenciée touche toutes
les couches sociales du journaliste à l'avocat, du prof d'université à l'étudiant, du chômeur poète au citoyen journaliste et comble de malheur. Pour ses besoins de politique intérieure, le pouvoir se fabrique deux ennemis potentiels, à savoir Rachid et le MAC, accusés d'être des organisations terroristes. Cette facilité qu'a le pouvoir à créer des ennemis intérieurs acte non seulement sa faiblesse et surtout son incompétence. À moins de quelques jours du scrutin électoral du 12 juin, cette tentative d'étranglement du Hirak est nécessaire pour un régime fini politiquement par la ténacité du mouvement populaire. Après le passage en force des élections contestées du 12 décembre et l'échec du référendum sur la Constitution du 1er novembre 2020, un troisième revers de suite serait un véritable suicide politique. L'heure pour le peuple du Hirak est arrivée, aidé en cela par la diaspora, de redéfinir, après le 12 juin, les formes de résistance et des luttes afin de s'adapter aux nouvelles conditions que va lui imposer le régime. شبيبة نايضة راو داير روحو ما يسمعش المزبلة واجدة والتاريخ يا خو ما يرحمش الخمسة ماكلات صفحتكم ما نطوات معول تخلطها وتخلي فيها غير الفتات الأميمة ما نسات جبدتها اللي نشوات 10 سنين تيروريزم وزدتو 20 ماكفات زوالي ولد بلاد جدو كي جدي عليها مات يا الخاين ما قتبك من يدك هربت ما ولات تروح وقاع تطير وقاع ويبقى غير الحجر في القاع يا مالك الضيبع بقرت لي تماما تنباع توكسيك توكسيك راها توكسيك الحالة مخلطة ويقول لي خديك من البوليتيك توكسيك توكسيك راها توكسيك تتنحو قاع فيك من غير بوليسيون باسيفيك يا بنتي ما نهناش ملكية ما نربراش واش ما خسرناش في بلدة العياش شبيبة ما تعياش على بلادي ما تفراش يا بنتي ما نهناش ملكية ما نبراش واش ما خسرناش في بلدة العياش شبيبة ما تعياش ولاش سماح ولاش توكسيك راها توكسيك الحالة مخلطة ويقول يخطيك بالبوليتيك توكسيك راها توكسيك تتنحو قاع بيك من غير بوليسيون باسيفيك خفنا عليها زمان من الغلطة نتاع زمان غصة في قلب سكتنا باش تبقى هي ثمان طال الحال الشاب زوالي من التخمام غرقتو في الزطلة راضي زيسبيري ما يلام يا القاضي عدل في حكام كاين ربي فوق المال موحدو كيتو هو البندية ما عليه كلام شفنا بعينينا سنين وبقينا حاصلين بين وبين بين حكم الميت ولا الشر وكلاش القتالين طحتو في اليدين ما نسمحو اليوم الدين نموتو ماشي خسارة وتبقى بلادي في العينين ضحيتو بالقلاليل مازال شافيتي قنتورين باسي كريمينال تروحو فيها قاع يا السراقين حرية لا بديل طولنا ومبقيناش خايفين. Algérie, la répression comme unique solution, c'est le titre de notre émission pour ce soir et j'ai le plaisir d'accueillir mes invités donc pour cette émission et on aura Hicham Aboud, journaliste politique qui sera avec nous par Skype depuis Paris, Maître Belkacem Nait Salah Habouka, militant des droits de l'homme depuis Oran, le journaliste Karim Kbir qui sera avec nous depuis Alger et Maître Issa Rahmoun, vice-président de la Ligue algérienne des droits de l'homme qui soit avec nous aussi depuis Alger. C'était prévu qu'on aura Ramadan Hamlet. Espérons qu'on va essayer de la voir dans durant donc cette émission. Ramadan Hamlet qui est analyste politique aussi qui sera avec nous depuis Alger. Je vais commencer avec Karim Kbir très rapidement. Je sais qu'il n'a pas beaucoup de temps. Karim Kbir, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir et bonsoir à vos auditeurs et téléspectateurs. Merci Karim Kbir. Karim Kbir, si on revient un peu sur la situation politique en Algérie, bien sûr, et on revient sur la journée d'hier, le vendredi 120, donc toujours donc
cette répression, cette présence policière et, si on peut dire, l'approche tout répressif par rapport donc au Hirak. Comment peut-on évaluer donc évaluer la journée d'hier et aussi l'approche du régime ces dernières semaines par rapport donc au Hirak? Je crois que c'est-à-dire l'esprit, enfin l'idée d'en finir avec le Hirak ne date pas d'hier. C'était dès le moment où les manifestations ont continué après la chute de Bouteflika, parce qu'ils pensaient que une fois chassé du pouvoir Bouteflika, donc les Algériens allaient rentrer chez eux, mais dès lors qu'ils ont commencé à réclamer le changement du système, donc forcément les décideurs ont décidé de changer de stratégie. Et ça a commencé par la stratégie de division, de stigmatisation, de manipulation, d'intoxication, c'est-à-dire que tous les moyens étaient mis en branle. Et puis est venue la période de la pandémie, donc aussi qu'ils ont essayé d'utiliser pour un peu renforcer l'arsenal juridique à travers la révision de certaines lois, pour mater encore plus les activistes, ce qui a été fait d'ailleurs à travers l'emprisonnement de pas mal de hirakistes. Et puis après l'anniversaire du mois de février dernier, je pense qu'ils ont été surpris par le retour du Hirak natif. Et comme ils avaient projeté d'organiser un rendez-vous électoral, donc il fallait forcément mettre un terme, chose qu'ils ont donc décidé de passer à une vitesse supérieure à travers des arrestations tous azimuts et puis les harcèlements, l'emprisonnement des journalistes, une grande fermeture. Donc depuis quelques vendredis, quand même maintenant c'est le 3e ou le 4e, on a vu que pratiquement il a déployé tout son arsenal pour empêcher les Algériens d'exprimer ou de manifester. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, de plus en plus, avec les problèmes qui arrivent, notamment sur le plan économique, il y a cette volonté de transformer c'est-à-dire la crise politique en crise sécuritaire, ce qui explique un peu toute la propagande qui est menée autour des organisations Rachad et le MAC et un peu la diabolisation des parties étrangères, de l'ennemi interne, l'ennemi externe, donc un peu créer ce climat un peu de peur, dans l'espoir un peu à ce que les Algériens cessent définitivement de réclamer les revendications politiques. Allô? Est-ce que vous pensez, Karim Kebir, oui, je vous entends Karim Kebir. Allô? Karim Kebir, oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ah, très bien. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Karim Kebir? Non, je dis que voilà, c'est-à-dire donc aujourd'hui, c'est-à-dire le terme de l'équation pour eux, il est très simple, c'est transformer la crise politique en crise sécuritaire. Donc la gestion doit être sécuritaire, c'est ce qui fait qu'il y a ce verrouillage et cette répression qui s'est abattue sur le Hirak. Mais je ne pense pas tenir assez longtemps. Est-ce que vous pensez que le régime ou le pouvoir veut en finir avec le Hirak, avec ses pratiques, Karim Kebir? Absolument. En tout cas, c'est l'objectif recherché, c'est d'en finir définitivement. Et c'est pourquoi il est pressé de passer pour les élections, parce qu'il pense qu'aussi il y a la période des vacances, donc peut-être il y aura encore une forme de mobilisation. Et puis, comme je vous dis, il y a un verrouillage, c'est-à-dire même sur les réseaux sociaux, les gens sont traqués. Donc, ce n'est pas évident que le Hirak puisse s'organiser ou envisager d'autres formes d'action, même si tout le monde dit aujourd'hui que le Hirak va imaginer d'autres formes d'action. Probablement, certainement, il y aura toujours des activistes, il y aura toujours des gens, mais ça sera tout de même très difficile. Mais la question de savoir, c'est que jusqu'à quand le pouvoir pourra tenir une société avec la force? C'est ça la grande question, parce que avec la crise économique qui arrive, avec ce désespoir qui s'est installé, parce qu'il faut dire qu'après
tout l'espoir qui est né avec le Hirak, là, les gens sont gagnés par le désespoir. Est-ce que le pouvoir ne prépare pas finalement le lit à des dérapages? Et c'est ce qui en redoute, parce que forcément, quand on étouffe la société de cette façon, un jour ou l'autre, elle finira par exploser. Est-ce que nous craignons le plus aujourd'hui? Est-ce que vous pensez qu'il y a une volonté aussi, entre guillemets, cachée aussi, de pousser le Hirak vers la violence, Karim Kebir? Écoutez, moi je pense que peut-être qu'elle peut être provoquée, mais à la marge, parce qu'une grande violence n'est pas ni dans l'intérêt du pouvoir, ni dans l'intérêt des Algériens, ni dans l'intérêt d'ailleurs de ceux qui les soutiennent, des puissances étrangères qui soutiennent le régime, parce que je vous dis, beaucoup de pays, en tout cas les Occidentaux, ne souhaitent pas que l'Algérie soit déstabilisée pour plusieurs raisons géostratégiques. Je pense notamment à l'énergie, je pense à la question du terrorisme au niveau du Sahel, dans la périphérie de l'Algérie, et puis à la question énergétique. Mais à la marge, ce n'est pas exclu qu'il y aura des provocations dans l'espoir un peu de discréditer encore davantage le pacifisme dont a fait preuve le mouvement jusqu'ici. Comment peut-on lire la dernière Karim Kebir de Abdelmajid Tebboune au magazine Le Point, l'interview qui a été réalisée par Kamel Daoud et M. Mehdi. On a vu beaucoup d'attaques dans cette interview contre le Hirak, Karim Kebir. Écoutez, moi je juge le contenu, mais je ne juge pas le fait qu'ils aient réalisé l'entretien. C'est un travail de journaliste, ça reste un travail journalistique. Mais dans le contenu, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de nouveautés de ce que nous connaissons. En tout cas, Tebboune a repris pratiquement ce qui a été développé par le discours officiel ces derniers temps. Mais j'ai comme l'impression qu'il y a une persistance dans le déni de la réalité, parce que lorsque on accuse un journaliste comme Rabah Karesh comme pyromane, alors qu'il n'a fait que rapporter des faits qui se sont déroulés, une manifestation publique, là je crois que c'est un peu encore essayer de vendre comme on l'a fait avec Khaled Rani, c'est-à-dire un véritable déni de la réalité. Il y a aussi le cas quand on parle d'engouement, alors que nous avons vu que les gens ne sont presque pas dans les meetings, alors qu'ils parlent d'engouement. Donc forcément, il y a cette volonté, en tout cas cet entêtement à chaque fois à essayer de ne pas regarder la réalité en face. Et puis, encore une fois, cette terminologie de Hirak béni, c'est-à-dire uniquement celui qui a chassé Bouteflika, mais tout le reste, c'est un Hirak banni. Donc, je crois que c'est une façon de ne pas regarder la réalité en face. Est-ce que vous pensez qu'avec ces propos, il s'exonère de toute responsabilité des 20 dernières années de gouvernance de Bouteflika? Oui, comme d'habitude, vous savez, même ceux qui participent aujourd'hui, certains partis politiques qui participent aux élections, ils vous disent que nous faisions partie du Hirak, nous sommes les premiers à avoir demandé le départ de Poutev, alors que c'est des partis qui ont participé au système de Poutev d'une certaine façon. De toutes les façons, moi je crois à une chose, dans les années pendant la Révolution, pour que quelqu'un intègre le FLN, on lui demandait de commettre un acte vis-à-vis de l'ennemi. C'était une forme de loyauté. Donc aujourd'hui, pour convaincre de la sincérité de vouloir engager l'Algérie dans une perspective démocratique, il va falloir qu'il fasse preuve de véritables gestes politiques, de grands gestes politiques à destination de la société, une ouverture réelle sur des bases démocratiques et laisser les gens s'exprimer librement. Mais en dehors, je ne pense pas que ce ne sont que des discours politiques que ne peuvent croire que ceux qui veulent croire. Est-ce que vous pensez donc qu'on est toujours dans le dîner de la réalité, Karim Kebir?
Absolument, c'est un véritable déni de la réalité. Donc, ils ne veulent pas, parce que ça exprime en tout cas leur volonté de ne pas, plutôt le refus obstiné de changer. Donc, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont changer de discours ou ils vont essayer de montrer un autre visage. Donc, ils sont dans leur logique, ils sont dans cette fuite en avant. Et malheureusement, ça n'augure rien de bon pour la perspective démocratique du pays. Merci à vous, Karim Kbir. Merci à vous d'avoir participé dans cette émission. Karim Kbir, journaliste Liberty, qui était avec nous depuis Alger. Hicham Aboud, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bi. Marhaba bik Tazada, bonsoir, marhaba bik Nta, les invités et nos amis téléspectateurs. Hicham Aboud, si on revient un peu sur la situation que vit notre pays, bien sûr, on parle d'un forcing du 12 juillet, on essaie de faire passer donc cette élection qui a été rejetée par le peuple algérien, mais aussi à cette répression imprécédente depuis quelques semaines. On a vu hier la présence policière à Alger et aussi dans d'autres pays, d'autres villes du reste du pays, à part Tizi Ouzou, à part Bjaïa, les habitants de Tizi Ouzou et Bjaïa sont sortis en force, démontrer que le Hirak est toujours là. Comment peut-on lire? Donc, est-ce que vous pensez, Hicham Aboud, que le régime veut isoler donc le Hirak, veut étouffer le Hirak et le laisser seulement dans la région de la Kabylie et dire ce qu'a dit Tebboune donc à l'interview qui a été faite donc au magazine Le Point, que le Hirak est minoritaire? Oh, d'abord, vous savez, le régime a à faire face à tout un peuple. Et il a des situations compliquées. Il est appelé non pas à résoudre ces situations compliquées parce qu'il n'a ni la capacité, ni les moyens, pour ne pas parler de volonté politique, parce que je ne sais pas ce que c'est que la volonté politique. Il doit tout simplement dégager et mettre un terme à ce sursis qui s'accorde chaque jour pour retarder l'échéance d'une fin inéluctable. Étouffer le Hirak, non. Moi, je trouve que le Hirak est de plus en plus fort. Quand on déploie dans la seule ville d'Alger 35 000 policiers, avec tout leur armada, des véhicules blindés, des hélicoptères, j'ai jamais vu. Chaque vendredi que Dieu fait, le gang du pouvoir déploie une force de 25 000 à 35 000 policiers. Il en fait de même à Constantine, il en fait de même à Annaba, à Oran. Partout, il déploie des forces de police extraordinaires. Et là, moi, j'estime que c'est aujourd'hui la police qui fait le Hirak à la place du peuple. C'est très bien. Comme ça, tout le monde participe. Et quant à la Kabylie, bien au contraire, on en fait aujourd'hui cette citadelle inexpugnable, comme elle a toujours été en tous les cas, et elle devient aujourd'hui la Mecque des Algériens, parce que aujourd'hui toute la résistance face à un pouvoir qui refuse d'abdiquer, et on comprend pourquoi, de toute façon on ne va pas quand même lui en vouloir de refuser d'abdiquer, parce que il sait très bien qu'en cas de chute, il aura à payer lourdement tous les crimes qu'il est en train de commettre. La Kabylie, c'est aujourd'hui, elle est encore à l'avant de Hirak, c'est malgré la volonté du pouvoir. C'est pas le pouvoir qui a acculé le Hirak en Kabylie, non, c'est parce qu'il ne peut rien faire en Kabylie. La mobilisation est très forte et il n'est pas facile de faire descendre autant de policiers comme il le fait dans d'autres villes, parce que, il faut dire ce qu'il en est, nous avons affaire à une région frondeuse,
une région qui est révolutionnaire, où les gens se connaissent. Il n'est pas facile de trahir, il n'est pas facile de se rétracter, il n'est pas facile de se démobiliser. Donc, en Kabylie, le pouvoir est acculé. C'est pas lui qui accule le Hirak en Kabylie, mais c'est le contraire qui se produit. Alors, d'un côté, c'est lui qui anime le Hirak dans les autres villes en déployant des forces de sécurité extraordinaires, ce qui prouve que le Hirak est encore là, parce que s'il n'y avait pas de Hirak, ces forces de police ne sortent pas en si grand nombre et avec une armada de moyens matériels extraordinaires. C'est-à-dire que dans les heures les plus difficiles, de mémoire d'Algériens qui ont vécu la bataille d'Alger, dans les heures les plus difficiles de la bataille d'Alger, il n'y a pas eu autant de forces de police dans Alger. Là, ça, maintenant, si vous voulez qu'on parle de l'interview du Point, alors il y a à voir. Avant d'arriver à l'interview du Point, bien sûr, le Hirak a utilisé quelques stratégies donc de l'ennemi donc de l'intérieur et de l'étranger aussi. Et on avait classé bien sûr le mouvement Rachad et le MAC comme organisation terroriste. On a vu ces derniers jours, donc hier, il y avait un reportage de la télévision algérienne sur ça, mais aussi dernièrement aussi du ministère de la Défense. Il y avait aussi un reportage qui était donc dans le même sens. Est-ce que vous pensez que ce régime, Hicham Aboud, est en train de paniquer parce que on avait des accusations, mais qui n'avaient aucune base juridique, Hicham Aboud? Écoutez, des idiots, il y en a partout. Mais des idiots comme ceux qui gouvernent l'Algérie, c'est du jamais vu. Il n'appartient pas à un haut conseil de sécurité, ou à un gouvernement, ou à qui vous voulez, il ne lui appartient pas de désigner telle personne, ou telle entité, ou telle organisation de terroristes. D'autant plus que pour qualifier telle organisation de terroriste, il faudrait être en possession d'un minimum, je dis bien un minimum de preuves. Donnez-moi ne serait-ce qu'une preuve d'une déclaration, une déclaration qui incite à la violence de la part du MAC. Allez, trouvez-moi une seule déclaration incitative à la violence. Une seule déclaration de Rachad qui incite à la violence. Mais venir comme ça, de facto, aller en décret, telle organisation est terroriste. Personne ne pourrait croire à ces affirmations. C'est vraiment débile comme attitude. Et on devient de plus en plus la risée du monde. Parce que quand vous envoyez cette liste de terroristes aux organisations internationales, parce qu'il faudrait d'abord avoir l'aval et l'adhésion des organisations internationales. Demain, quand vous leur envoyez une demande d'extradition d'un Farhat Mahni accusé de terrorisme, il faudrait apporter vos preuves. C'est pas sur une simple accusation d'un régime impopulaire, un régime illégitime et un régime idiot qu'on va extrader un homme qui n'a jamais prononcé la moindre déclaration violente ou appelant à la violence. Il en est de même pour le mouvement Rachad. Donc, cette histoire de terrorisme, ça, c'est pas que le régime commence à paniquer. Le régime, d'abord, il vit sur une autre planète. Je vous invite à relire l'interview accordée pas au Point, mais à 2 journalistes algériens qui ont sollicité le Point pour le publier et le Point a été rémunéré pour la publication. Ça, je vous le donne, je suis un professionnel, je sais comment se fait une interview. Les 2 journalistes sont des professionnels, ils savent comment réaliser une interview où il n'y a pas du tac au tac,
on ne fait pas un bâton rompu, où on ne rebondit pas sur certaines réponses. On ne remet pas en cause, oui, on remet pas en cause certaines décisions ou certaines façons de faire les choses. Est-ce que vous pensez, je parle sur le plan technique, comment se réalise un entretien à bâton rompu. Dans un entretien à bâton rompu, quand quelqu'un vient vous parler de majorité alors qu'il est minoritaire, ça va de soi que le journaliste rebondisse et lui dise « Mais monsieur, avec 39% de votants de l'ensemble du corps électoral, vous ne pouvez pas prétendre avoir la majorité. » La moindre des choses, le journaliste aurait pu rebondir sur ça. Mais quand il ne rebondit pas, quand il lui pose la question concernant le journaliste Karesh, il lui dit « C'est un pyromane », et le journaliste, si l'entretien s'était réalisé à bâton rompu de manière directe, il aurait tout de suite rebondi pour lui dire « Mais non, où est la pyromanie puisque le journaliste ne faisait que son travail. » Très bien, restez avec nous. Restez avec nous, Hicham Aboud. Je reviendrai à vous. Restez avec nous, je reviendrai à vous. On va prendre Maître Belkacem Naïd Salah, qui est avec nous, avocat militant des droits de l'homme. Maître Belkacem Naïd Salah, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Marhaba bik, bonsoir à vous, ainsi qu'à l'ensemble de vos invités et téléspectateurs à l'intérieur de l'Algérie comme à l'extérieur. Merci, Maître, d'avoir accepté l'invitation. Si on revient un peu, Maître, sur cette approche du tout sécuritaire, alors que l'Algérie traverse une crise politique, on essaie d'apporter, on essaie de faire montrer que la crise est beaucoup plus sécuritaire. On a vu bien sûr la rachadisation et la maquisation, si on peut dire, de Hirak. Est-ce que le régime veut criminaliser le Hirak, Maître Belkacem Naïd Salah? Tout d'abord, je me suis exprimé il y a plusieurs mois de ça et j'ai dit que dès le départ, que le pouvoir n'avait pas de solution à la crise. Alors on est revenu à ce qu'on sait mieux faire, qui est la répression. Ça veut dire qu'on est parti pendant 20 années de ce qu'on appelait la légitimité rentière à la légitimité répressive. Comme l'État n'a plus les moyens de faire la paix sociale, de répondre aux besoins de la société, en décalant chaque fois utile de résoudre la crise politique qui ne date pas d'aujourd'hui, qui date depuis 59 ans. Alors de cette légitimité-là, qui était une légitimité gérée par la rente et ce qu'on a appelé d'une manière pétale, qui est la paix sociale, on est maintenant, depuis plusieurs années, on est devant une crise qui commence, une crise économique rampante, qui a mis en évidence l'échec du pouvoir depuis 58 ans. Et alors, à partir de là, on revient à ce qu'on sait faire, qui est la répression. Mais le problème reste entier. Il n'y a pas de volonté pour résoudre la crise politique. Le peuple a posé, depuis 2019, il a posé une question pertinente, qui est le changement de la nature du régime. Et le pouvoir réel n'est pas disposé, parce qu'au fond, c'est une question d'intérêt et de privilège. Cette manière de gouverner le pays par la façade civile, en faisant des choix, en mettant sous tutelle tout un peuple qui a une histoire, en mettant sous tutelle un pays qui a une situation géographique, on est en train, le poisson, on est en train de se mordre la queue, c'est-à-dire on est en train de tourner en rond. Mais le problème, actuellement, s'aggrave. Et ni les élections, ni cette approche-là ne peut résoudre. Il faut revenir à ce que j'ai appelé dès le départ un compromis courageux. Il faut avoir le courage de faire un compromis historique dans la situation actuelle afin de préserver l'État algérien, faire un partage du pouvoir et revenir à la légitimité essentielle qui est le peuple. L'État algérien ne se fera pas contre le peuple algérien et elle ne se fera jamais sans le peuple algérien. À partir de là, il faut faire acte de sagesse. Le Hirak a fait acte de sagesse et d'intelligence. On est en train actuellement d'essayer de brouiller les pistes. On essaie aussi de distraire les gens, sachant pertinemment que le problème restera posé. Il faut une solution politique à la crise que vit l'Algérie
depuis 59 ans. Elle ne date pas d'aujourd'hui. Quand on essaie de mettre tout un peuple, on essaie de régenter une société par la force et la répression, je vous dis que nous allons directement vers le mieux. Et je dis par le passé, je l'ai dit haut, je le dis haut, d'une manière, je le crie sous les toits. Nous, j'ai peur pour ce pays-là. Moi, j'ai peur pour mon pays. J'ai peur pour ce pays. Ce pays qui nous a été légué après des sacrifices inestimables. Maintenant, on ira directement vers une catastrophe annoncée. Que chacun reprenne. Nous parlons d'un État, nous parlons d'un peuple. Et tout le monde est en train de chercher, de voir le problème à sa manière. Le problème est plus grand. Il appartient au pouvoir réel, qui est l'état-major de la haute hiérarchie de l'institution militaire, de sonner la fin du problème en ayant le courage d'aller vers un compromis historique qui est le partage du pouvoir par étapes en faisant une solution politique. Il n'y a pas d'autre solution. La seule solution, c'est la solution politique. Revenir à la légitimité. Maître Belkacem Naït Saleh, اسمح لي Maître Belkacem Naït Saleh, quand vous dites il faut y aller vers un compromis historique, mais le compromis, il va venir d'où? S'il n'y a pas une volonté politique de ce pouvoir, de changer, donc d'accepter qu'il faut qu'il y ait un changement, comme le demande le peuple algérien depuis 2019, et on a vu aussi depuis le début de la révolution, toutes les pratiques qu'on a vues, c'est une fuite en avant, du régime, et vous êtes en train de dire que cette fuite en avant peut coûter très cher, non seulement à notre pays, mais aussi à notre peuple algérien. Est-ce que vous pensez que par ce forcing qu'on est en train de faire, d'essayer donc d'organiser ces élections législatives ce 12 juin, est-ce qu'on est en train de compliquer encore plus le problème politique? La question, on est en train de faire aggraver par le pourrissement de la crise politique. Nous avons parlé dès le départ, nous avons qualifié et dire que c'est une guerre des volontés, entre la volonté de se maintenir au pouvoir par la force et une volonté d'un peuple qui veut se libérer, qui veut s'émanciper. Dans une équation où on a marginalisé l'élément essentiel qui est le peuple. Maintenant, la question qui se pose pertinemment, il appartient au pouvoir réel qui a les leviers. Les leviers, c'est le pouvoir réel qui a les leviers. Il peut accompagner progressivement le changement. Il faut qu'il respecte la volonté du peuple. Il faut sortir du choc de 92. Il ne faut pas avoir peur du peuple. Quand vous dites, Maître Belkacem Naït Saleh, quand vous parlez de pouvoir réel, c'est qui le pouvoir réel? Il n'y a pas d'autre. Il y a l'institution militaire. C'est l'état-major de l'institution militaire. C'est la haute hiérarchie. Nous n'avons qu'une seule institution. Chers amis, nous n'allons pas nous mentir. Nous n'allons pas nous mentir et on a dit il n'y a pas d'autre solution. Le seul pouvoir réel, c'est l'institution militaire qui a régné depuis 62 jusqu'à ce jour. Pour des raisons historiques, nous voulons qu'elle prenne en charge ce courage et de respecter la volonté du peuple. Il ne faut pas qu'elle ait peur du choix du peuple. Il faut qu'elle respecte la volonté du peuple. Il faut qu'elle accompagne le peuple. Parce que la matrice de cette institution, c'est le peuple. Il n'y a pas d'autre institution. Nous n'avons pas d'institution garante. La seule institution garante, c'est l'institution militaire. C'est l'état-major. Elle doit prendre en compte, elle doit jeter les passerelles d'un dialogue sincère et franc. Et il ne faut pas qu'elle ait peur du choix du peuple. Il faut qu'elle accompagne, il faut qu'elle respecte le choix du peuple. Et à partir de là, le peuple est disposé. Il a prouvé, le peuple a prouvé par son génie, en évitant toute confrontation, en évitant toute atteinte à l'Algérie, toute atteinte à l'État algérien, parce que nous savons pertinemment, toute atteinte à l'État algérien, c'est le peuple qui va payer l'addition. Nous avons assez payé pendant une dizaine d'années, une décennie noire. Maintenant, il y a une autre génération. Il faut jeter les passerelles du dialogue. C'est notre pays. Nous ne pouvons pas les exclure. Il faut aussi revenir pour être audible à la modération du discours. Ça veut dire que maintenant, le Hirak, je l'ai dit bien avant et on m'a critiqué. J'ai dit dès le départ que le Hirak
avait une crise. Il avait une crise. Or, le Hirak est dans le sens noble du terme, c'était un contre-pouvoir. Le Hirak, c'est un contre-pouvoir. Il n'est pas là. Il appartient à l'institution, à l'état-major de jeter les passerelles d'un dialogue sincère. Il faut qu'elle nous débarrasse de cette clientèle rapine, cette clientèle qui constitue une façade et qui va nous mener au désastre. Cette façade, il faut une institution militaire comme institution garante, et je pèse mon mot, garante. Il n'y a pas d'autre institution garante. Toutes les décisions qui vont être, s'il n'y a pas la bénédiction et l'aval du peuple et de l'institution militaire, ne mènent à rien. Si vous voulez parler d'un discours populiste, alors le plus grand danger pour ce pays, c'est le populisme. Très bien, restez avec nous, Maître Belkacem Net Saleh. Je reviens à vous, Hicham Aboud. Si on revient un peu sur cette interview qui a été accordée donc au magazine Le Point, donc pourquoi on a choisi le magazine Le Point, un média étranger. On avait vu ça aussi juste à la veille du 5 juillet quand Abdelmajid Tebboune avait accordé à TV5 cette interview à la veille du 5 juillet. Est-ce que le régime se soucie de son image à l'extérieur, sachant que ces dernières semaines, ces derniers mois, il a été blâmé par des organisations, des institutions internationales comme le Bureau des droits de l'homme de l'ONU, qui a rappelé l'Algérie donc à l'ordre par rapport aux droits de l'homme. Qu'est-ce que vous en pensez, Hicham Aboud? Évidemment que se soucier de son image. Mais il a beau faire, ce sont des idiots qui ne connaissent rien à la communication, qui ne connaissent rien à la politique, parce que la politique ne se fait pas sur des ordres. La politique se fait par un débat d'idées. Or, aujourd'hui, comme le disait votre invité tout à l'heure, le pouvoir est détenu entre des militaires ignares. Moi, j'ajoute le mot ignare, je les qualifie d'ignares parce qu'ils ne connaissent rien à la politique. Ils donnent des ordres à des larbins, ces larbins exécutent ces ordres et ça mène à la catastrophe. Maintenant, pourquoi le choix du point? Ils n'ont pas choisi, ils cherchent, ils ont trouvé, ils ont payé. Parce que moi, je vais vous apprendre que Farhat Mani a envoyé un droit de réponse à l'hebdomadaire Le Point. C'est le service juridique de l'hebdomadaire qui lui répond pour lui dire qu'il n'y a pas de diffamation, il n'y a pas de propos injurieux. Par conséquent, il ne peut pas exercer son droit de réponse. Alors, qualifier une organisation qu'il préside de terroriste, si ce n'est pas injurieux, si ce n'est pas diffamatoire, comment qualifier cela? Évidemment, si Le Point s'est obstiné à ne pas publier le droit de réponse du MAC, c'est tout simplement parce qu'il a touché sous table. Deuxièmement, quand on fréquente des voyous, on devient des voyous. Eux-mêmes, donc, ils ne veulent pas se résoudre au respect de la loi. Farhat Mani va envoyer ce droit de réponse par l'intermédiaire de son avocat, qui va rappeler des articles de droit à l'hebdomadaire Le Point, et ça sera transmis par le biais d'un huissier de justice. Et là, il sera obligé de faire profil bas, comme le fait le régime algérien. À chaque fois qu'il est acculé, il fait profil bas. Maintenant, l'image du pouvoir à l'étranger, elle est malmenée chaque jour que Dieu fait. Chaque jour que Dieu fait, il y a un scandale. À commencer déjà, si je prends au pêle-mêle comme ça, ils font un faux passeport au président sahraoui, au chef du Polisario, avec un faux nom, une fausse nationalité. Et en moins d'une semaine, le secret est éventré. Tout le monde est au courant du prénom qu'il porte, des informations qu'il porte, comment il lui a été délivré. Ils se font ramasser 3 fois en 2 mois par les organisations internationales des droits de l'homme, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, le Conseil des droits de l'homme. Attendez, mais ils n'arrêtent pas de ramasser des claques, ces gens-là. Donc, ils cherchent à se donner une image, mais ils n'arrivent pas. Quand vous avez parlé du reportage d'hier,
Qui est-ce qui a fait ce reportage? Hein, le LTV, non, c'est Caserna TV maintenant. On n'appelle plus le LTV, c'est Caserna TV parce que ces programmes sont conçus et produits par le ministère de la Défense. Le ministère de la Défense qui doit faire dans la stratégie militaire, qui dispose d'un armement qui coûte très cher à l'Algérie. Tout récemment, ils ont acheté des avions bombardiers pour 2 milliards de dollars. Donc, régulièrement, ils font des manœuvres militaires qui coûtent très cher au budget algérien, au trésor public. Et voilà que ce ministère qui dépense des sommes faramineuses dans son armement, il produit un reportage plein d'insultes, de fausses accusations. Parce que quand on est une nation militaire qui dispose de services de renseignement, on ne vient pas accuser des gens comme ça, comme si on était dans un café. Vous dites qu'un tel est un terroriste, donnez vos preuves. Que tel organisme terroriste, donnez vos preuves. Et le comble, c'est lorsque ils disent que Hicham Aboud, Farhat Mahanni, Anwar Malek bénéficient des largesses des médias étrangers et ils nous passent tous sur France 24, là c'est la catastrophe. Ils oublient que France 24 a réalisé une interview avec Tebboune au siège de la présidence de la République. Donc lui aussi, il bénéficie des largesses. Si nous bénéficions de quelques interventions de quelques minutes... Et c'était à la veille de jour de l'indépendance, du 5 juillet. Oui. Donc, même un média algérien n'a pas eu cette... Écoutez, pour eux, cette fête d'indépendance, cette histoire de révolution, c'est un registre de commerce. C'est un registre de commerce qu'ils utilisent, mais c'est terminé. Ils ne peuvent plus l'utiliser parce qu'ils font pire que le colonialisme. Ils ont fait pire que les sionistes dans les territoires occupés. D'après vous, Hicham Aboud, pourquoi on veut criminaliser le Hirak? Pourquoi on parle d'organisation terroriste et on essaye donc de lier les arrestations de militants comme l'avocat Arslan Abdelraouf, qu'on lui a collé donc le dossier d'être un sympathisant du mouvement Rachad. Pourquoi on veut criminaliser le Hirak? Est-ce que cette stratégie est en train de ramener ses fruits ou au contraire, c'est le contraire qui est en train de se produire parce que les Algériens sont plus déterminés qu'avant à aller jusqu'au bout de leur révolution? Il n'y a aucune stratégie là-dessus. C'est du bricolage. Deuxièmement, criminaliser le Hirak, ça veut dire quoi? Quand on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. Alors donc ils cherchent à criminaliser le Hirak, à donner un certain mouvement, avec tout le respect que j'ai pour le MAC et pour Rachad, qui sont des mouvements politiques, ils ont leurs idées, même si je ne les partage pas, mais je me dois de les respecter. Comment leur donner toute cette importance, comme quoi sont eux qui dirigent tout un peuple, le Hirak? Si c'est vraiment absolument. Le cas, en plus de ça, Hicham Aboud, ce que vous êtes en train de dire, les Algériens l'ont confirmé pendant plus de 2 ans et chaque semaine, de dire que ce Hirak n'appartient à personne, ne représente personne, c'est le Hirak de tout le peuple algérien. Et justement, le problème est là. Voilà. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce Hirak, il est tellement indépendant qu'il risque de rater ses objectifs, qu'il risque de s'étouffer par ses propres initiateurs, par ses propres hommes, parce que aujourd'hui, le Hirak, c'est le peuple, et ce peuple n'a pas trouvé d'encadrement, n'a pas trouvé d'accompagnateur. On lui invente le MAC. Le MAC l'a déclaré officiellement que ce qui se passe en Algérie ne l'intéresse pas. Le MAC ne s'intéresse qu'à ce qui se passe en Kabylie. On ne peut pas être plus clair que cela. Farhat Mahdi est un ami de longue date. Je connais très bien le fond de sa pensée. Je sais comment il réagit. On en a débattu pendant à plusieurs reprises. Il me dit, moi, je me suis battu pour l'Algérie. Mais je n'ai rien récolté que des insultes, que du bannissement, que des trucs négatifs. Maintenant, je me tourne vers ma région. Il est libre de faire ce qu'il veut.
Et ce qui se passe en Algérie ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est la Kabylie. Rachad n'a ni la capacité, ni la prétention de diriger le Hirak. Le Hirak est plus grand, de très loin, il est plus grand que tous ces mouvements, que tous les partis politiques. Le RCD qui pourtant essaie d'accompagner, mais il n'arrive pas à avoir une emprise sur le Hirak. Donc aujourd'hui, le Hirak a besoin de son œuf, a besoin de femmes et d'hommes intègres, propres, qui doivent le prendre en charge pour l'accompagner et non pas pour venir imposer leur tutelle. Le peuple algérien. Très bien, Hicham Aboud, c'est très bien. On va essayer d'en parler par rapport à cette question. Le Hirak a besoin du sang neuf, vous êtes en train de dire. On va donner la parole à Maître Issa Rahmoul qui nous a rejoint, avocat et militant des droits de l'homme. Maître Issa Rahmoul, merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir. Salam alaikum. Bonsoir à tous les téléspectateurs de l'Arabia ou c'est Nassar. C'est Hicham aussi. Merci à vous, Maître. Merci à Tek Saha. Alaykoum salam. Maître Abdelmajid Tebboune avait déclaré que le Hirak Bini a sauvé l'Algérie dans un discours, bien sûr, qui a été fait à la nation. Il a déclaré aussi: j'ai décidé d'accorder la grâce présidentielle à une trentaine de personnes pour lesquelles une décision de justice avait été rendue, ainsi qu'à d'autres pour lesquelles aucun verdict n'a été prononcé. Aujourd'hui, on dénombre plus de 200 prisonniers d'opinion en Algérie. Maître Issa Rahmoul, quel est votre constat de la situation, surtout, bien sûr, la situation en Algérie en termes des droits de l'homme? On a vu des avocats emprisonnés ces derniers jours, comme le cas de Arslan Abdelraouf Atbessa, mais aussi un juge qui a été révoqué de son poste, Saad Eddine Marzouki. Comment peut-on, quelle est votre lecture par rapport à cette situation et au tout sécuritaire qu'on est en train de voir ces dernières semaines, Maître Issa Rahmoul? Maître Issa Rahmoul? On me dit qu'on a perdu Maître Issa Rahmoul. Je vais revenir à vous, Maître Belkacem Naïd Salah, avant de revenir, de reprendre Maître Issa Rahmoul. Je ne sais pas si vous avez entendu ma question, Maître Belkacem Naïd Salah. J'ai entendu la question. Il est évident que, aussi, il ne faut pas faire de l'angélisme. Il est évident que le pouvoir ou l'autorité en Algérie a une politique. Elle fait de la politique, qu'elle soit répressive ou autre, mais elle fait de la politique. À partir de là, qu'est-ce qu'il faut en tirer? Il faut en tirer que nous sommes en train de vivre, et vu l'approche des élections, on est revenu à un standard, aux normes qu'on sait faire, et en essayant de brouiller un peu les pistes, de distraire les gens, on interpelle les gens, et on fait, et en envoyant des messages afin de faire peur aux gens, parce qu'ils savent pertinemment les élections pour la grande majorité des Algériens, si pour l'ensemble des Algériens, est un non-événement. Et les Algériens sont dans une autre dimension. Les préoccupations des Algériens sont une autre dimension. On essaye de sortir, au lieu de faire une sortie par le haut, en prenant des décisions courageuses pour un compromis historique du partage du pouvoir et de faire une refondation de l'État algérien de la République, on est en train de sortir par le bas, en faisant par le bas, en essayant de réduire la crise en quelques contestations, et en interpellant X et en mettant telle personne en prison, et afin de dire que la question, c'est une question qui a été résolue, mais je dirais, je vous confirmerai, ces élections, c'est un échec patent qu'il arrête de faire, parce que nous allons avec ces élections. Le problème, ce n'est pas les élections elles-mêmes. L'État, le pouvoir a décidé, il y aura des élections. Mais l'après-élection, là, il faut réfléchir à l'après-élection et les conséquences de l'après-élection. C'est ça le problème majeur. Très bien.
Restez avec nous, Maître Belkacem Nait Saleh. Je m'excuse parce qu'on a un petit souci avec Maître Issa Rahmoun et sa connexion. Donc, la connexion, on va le reprendre. Maître Issa Rahmoun, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je suis là. C'est pas de ma faute, de toute façon. Oui, on connaît très bien ces problèmes de connexion avec l'Algérie, Maître Issa Rahmoun. Mais je ne pense pas que vous avez entendu ma question. Ma question était... Abdelmadjid Tebboune avait déclaré que le Hirak Bini, bien sûr, a sauvé l'Algérie. Il y avait aussi, il avait accordé donc la grâce présidentielle à plusieurs personnes pour lesquelles une décision de justice avait été rendue, ainsi qu'à d'autres pour lesquelles aucun verdict n'a été prononcé. Mais aujourd'hui, la situation est totalement différente. Maître Issa Rahmoun, on dénombre plus de 200 personnes prisonniers d'opinion en Algérie, et ça touche toutes les franges de la société, toutes les catégories. On parle de journalistes, on parle de militants politiques simples, et on parle aussi d'avocats comme vous, de Abderraouf Arslan de Tbessa, qui a été donc emprisonné. Comment peut-on qualifier cette situation, Maître Issa Rahmoun? Tout d'abord, il faut signaler que la question elle se pose d'elle-même. Je pose la question suivante. Quelle est la frange de la société? Quelle est la catégorie de la société? La corporation dans la société algérienne qui a été épargnée par ce déni de justice, par ces arrestations arbitraires, par ces procès arbitraires, et par cette justice aux ordres. Vous savez, le poids ou la mesure d'une justice indépendante, c'est une justice qui dit non aux injonctions du pouvoir exécutif, mais aussi au pouvoir militaire qui est le réel et le véritable pouvoir en Algérie. Qui est épargné dans cette Algérie nouvelle? Simple de faire une comparaison, que durant le règne d'Abdelaziz Bouteflika, le président déchu par l'armée, ce nombre d'arrestations pendant les 20 ans de son règne n'ont pas été enregistrés. L'atteinte à la personne du président de la République, les affaires qui étaient sous l'égide d'Abdelaziz Bouteflika se nombrent des doigts d'une seule main. Actuellement, on trouve dans l'état actuel où on est qu'il y a une multiplication astronomique des affaires intentées aux militants politiques. Je ne peux pas dire aux simples militants politiques, parce que quand on est militant politique, on l'est. Quand on est défenseur des droits de la personne humaine, on l'est. Quand on est syndicaliste, on l'est. Donc vous voyez un peu, rien de comparaître les deux situations, les deux mandats. Un mandat d'une année et demie, il a brisé tous les records. C'est pas Abdelmadjid Tebboune à l'époque. Abdelmadjid Tebboune, j'ai eu la chance de le dire sur les mêmes canaux de communication, et je le redis une autre fois. Abdelmadjid Tebboune a à l'occasion de sa candidature à la présidence de la République, Jama'a tarhou le su'al. Tu veux y aller en prison, tu veux devenir président. Il a fait le bon choix. C'est de devenir président. Et du coup, on s'aperçoit aujourd'hui que Abdelmadjid Tebboune, il est là pour remplir une fonction qui est limitée dans le temps et dans l'espace. Il s'agit d'un régime. Et quand on parle de régime, tous ces ministres, tout ce gouvernement, tous ces walis, toute cette configuration politique et administrative à la fois. Tantôt kharjoum l'ENA, tantôt kharjoum l'École nationale de magistrature, tantôt kharjoum les écoles du côté d'Alger, marahum illa khdamin hazam, c'est des tâcherons. La vraie décision du pouvoir politique en Algérie demeure chez les militaires. L'état-major de l'armée, qui, eux, sont aussi actionnaires d'un régime régional et international qui s'est installé, qui veut s'accaparer des richesses du pays contre le peuple algérien.
Là, j'ai entendu c'est Hicham Aboud qui évoquait le phénomène du terrorisme et comment classer des organisations liées à des personnes comme terroristes. Il nous échappe un point de vue, c'est que le terrorisme, dans son défini par les Nations Unies, ou bien les différents philosophes du droit, les juristes qui travaillent sur ce chapitre, on oublie qu'il y a aussi le terrorisme d'État. Et le terrorisme d'État consiste à faire peur à sa population, consiste à exercer l'arbitraire sur sa population, consiste à incarcérer sa population arbitrairement, consiste aussi à promulguer des lois qui ne sont pas légales, qui ne sont pas légitimes contre sa population. C'est ça aussi le terrorisme. Donc les vraies questions qui se battent aujourd'hui. Aïssa Rahmoun, Maître Aïssa Rahmoun, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps et j'aimerais vous poser le maximum de questions avant de terminer, bien sûr, avec les autres invités. Pourquoi donc ce régime arrive à tenir, d'après vous, Maître Aïssa Rahmoun, alors que la dynamique du monde a changé, non seulement en Algérie, mais partout dans le monde. La géopolitique a changé aussi. Le peuple algérien a changé. Ce n'est plus le peuple des années 80 ou des années 90. On a vu cette jeunesse extraordinaire, ce peuple extraordinaire qui s'est soulevé en 2019. Comment ce régime arrive à tenir malgré, on peut dire, c'est l'un des rares régimes de cette qui arrive à fonctionner encore avec des mécanismes des années 60, des années 70. D'après vous, Maître Aïssa Rahmoun? Justement, vous avez posé une question qui était dans le même élan que ma première réponse. Les régimes autoritaires, les États dits terroristes ou dictatoriaux, parce qu'on est dans un État dictatorial actuellement. Vous savez, en l'espace d'une semaine, on a vu une insulte à l'égard des journalistes en qualifiant de terroristes. On a vu l'insulte à l'égard d'un avocat, d'un défenseur en le traitant de terroriste. On a vu l'insulte à l'égard d'un magistrat. Et là, vous parlez de Abdraouf Arslan. Abdraouf Arslan. Mais aussi l'insulte à l'égard d'un magistrat qui veut être autonome et indépendant à Saad-Eddine Marzouk en le traitant de délinquant. Qui a été révoqué, Maître Aïssa Rahmoun, parce que pour avoir soutenu le Hirak. Tout à fait. Et vous voyez, dans cette ambiance, il y a aussi l'influence du monopole de la violence. Qui monopole la violence dans ce pays? Est-ce que Rachad ou l'Almac ont caché attentat? Est-ce qu'ils ont fait du kidnapping? Est-ce qu'ils ont fait... C'est ça les définitions du terrorisme. Est-ce que ces organisations, et le RAF aussi, je rappelle que le motif, c'est la dissolution de la... Est-ce que toutes ces associations, probablement la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme va subir le même sort? Maître Aïssa Rahmoun, si vous pouvez changer de place, je pense que la connexion est malheureusement très mauvaise, mais vous êtes en train de dire que on a menacé de dissolution le mouvement Rage, mais aussi les partis comme le RCD ou le parti de Zoubida Assoul, l'UCP. On a perdu Maître Aïssa Rahmoun, on est en train de me dire. Belkacem Salah, je vais revenir à vous sur cette situation que vit notre pays. Vous avez parlé de danger, vous avez exprimé aussi votre peur par rapport donc, à la situation que vit notre pays. Mais aussi, on est face à un régime qui ne recule devant rien et qui utilise tous les moyens. On a parlé de la répression, des arrestations, de la violence, mais aussi cette feuille de route pour lui qui est une question de vie ou de mort, donc l'élection des législatives. On a vu une campagne électorale qu'on peut qualifier de carnaval de Deshkara, comme l'a qualifié les Algériens dans les réseaux sociaux.
Pourquoi donc ce déni de réalité, Maître Belkacem Naït Saleh, sachant que on ne peut pas imposer donc une politique contre un peuple qui veut un changement radical ou la rupture avec le système? Tout d'abord, il est évident qu'il y a une peur du changement. Et quand on parle de changement radical, ce qui veut dire qu'on mettra fin aux droits de privilège, aux droits pour l'intérêt, on mettra fin à une règle qui a régné et qui a son prolongement dans l'histoire, qui est cette manière de dire que ce peuple est mineur, que ce peuple ne mérite pas le respect, et que les Algériens, et c'est ça le grand drame de l'Algérie actuelle, et c'est pour cette raison que je vous dis, quand on arrivera au bout, si on ne revient pas à la sagesse, quand il y aura cette explosion de la société algérienne, là, on peut dire qu'il n'y aura plus d'Algérie. La question pertinente, c'est pourquoi il faut avoir peur? Parce qu'il y a un problème majeur dans ce pays-là, que depuis 59 ans, les Algériens ne sont pas égaux devant la loi. Et ça, elle est au sommet des préoccupations des Algériens. On essaie de régenter la société par la répression. Et c'est une mauvaise manière. On gère le pays par la gabegie, par la corruption, par le non-respect de la volonté du peuple. Il faut revenir aux fondamentaux qui est la légitimité populaire. Il faut respecter les choix du peuple. Il ne faut plus avoir peur des choix du peuple. Il faut accompagner le peuple. On ne peut pas être contre son peuple. C'est inimaginable et inconcevable. Et le peuple a fait preuve de génie, il a fait preuve de sagesse. Sachant pertinemment qu'il y a des gens qui vous parlent du pouvoir autoritaire. Moi, je vous dirais, c'est historiquement. Le pouvoir, il incarne l'État et l'État est incarné par le pouvoir. C'est pour cette raison que l'approche, elle est difficile. Il faut faire acte d'intelligence. Il faut jeter les passerelles. Et la plus grande certitude, pour moi, c'est que le changement y arrivera, adviendra que pourra. L'Algérie connaîtra le changement. Maintenant, on est en train de faire dans la résistance pour défendre des intérêts et des privilèges. Maintenant, c'est pas un déni. On est en train de défendre les intérêts et des privilèges, ni plus ni moins. Ces intérêts et les privilèges, on essaie de les défendre par tous les moyens possibles et inimaginables. Très bien. Merci à vous, Maître Belkacem Naït Saleh. Hicham Aboud, est-ce que vous êtes comme Maître Belkacem Naït Saleh qui dit que certes le changement viendra, mais il dit aussi que j'ai peur pour notre pays. Est-ce que vous avez peur pour l'Algérie ou bien au contraire vous êtes optimiste comme tous les Algériens qui sont sortis depuis 2019? On a connu une révolution historique qui va rester dans l'histoire, dans les annales de l'histoire algérienne, comme une des plus belles révolutions pacifiques, et que ça va être aussi un long chemin, que ça va pas être facile face à ce régime. Est inéluctable. Ça, c'est la dialectique historique qui le veut. Ça, c'est ni à moi ni à d'autres. Le changement aura bel et bien lieu. Et l'Algérie ne sera que plus belle dans ce changement. Une chose est certaine, l'Algérie ne peut pas connaître pire que ce qu'elle est en train de connaître aujourd'hui. Dirigeants voyous, je dis bien voyous au sens plein du terme, ce n'est pas de l'injure, c'est un constat. Des hommes qui refusent d'établir des lois, qui refusent de respecter les lois, des gens qui refusent l'instauration d'un état de droit, c'est-à-dire un état où il n'y a pas de place à la matraque, il n'y a pas de place aux Rangers, il n'y a pas de place au Kalachnikov pour donner des ordres. Donc l'Algérie ne peut être que plus belle. Une Algérie, il ne va pas y avoir de passe-droit. Une Algérie où il ne peut pas y avoir des analphabètes, des vieux schnocks complètement déconnectés de la société
qui gouverne. On ne pourra plus avoir ça. Vous pensez qu'un homme comme Shengeliha, comme Tebboune, comme Ben Ali, comme tous ces gens qui sont, comme ce Goudjil, tous qui flirtent avec les 90 ans et les 80 ans, sont au courant de ce qui se passe en Algérie. Quand vous entendez Tebboune parler ou vous lisez ces interviews, le bonhomme est complètement déconnecté, il vit sur notre planète. Quand un bonhomme ne sait pas qu'est-ce que c'est qu'une majorité, et il prétend avoir la majorité, alors que sur 24 millions de votants inscrits, il n'en a récolté que 4 900 000. Il prétend avoir la majorité. Donc ce bonhomme est complètement à côté de la plaque. Il faut l'emmener il faut l'emmener dans un hôpital psychiatrique parce qu'il est complètement fou. Il a perdu les pédales pour tenir ce genre de propos. Un bonhomme qui vient dire de Khaled Rarni c'est un Khabarji, et 2 mois plus tard ou même pas, il est libéré. Alors un Khabarji, on ne le libère pas. Hein. Un Khabarji, il travaille pour une puissance étrangère. Parce que le bonhomme, il dit n'importe quoi. Quand ce régime vient envoyer des mandats d'arrêt internationaux contre un journaliste, un ancien diplomate, un youtubeur, pour les accuser de terrorisme. Et après, il renonce parce que Interpol refuse de prendre le dossier pour la simple raison qu'il n'y a absolument rien, il n'y a que du vide. Un pouvoir qui travaille avec... C'est comme si on était dans un café. C'est comme si on était dans un café. Un tel est terroriste, un tel a fait ceci, un tel a fait cela. Alors qu'ils disposent de services de renseignement pour lesquels ils dépensent de l'argent fou. Ils ne peuvent pas avoir un seul élément de preuve qui puisse au moins corroborer leur thèse, qui puisse au moins donner crédit à leur thèse. Mais pourquoi? Parce que c'est un régime qui est bâti sur le mensonge, sur la manipulation, sur la kleptomanie. Mais Hicham Aboud, c'est un régime qui résiste encore. Non, il ne résiste pas. Non. Il a décidé d'organiser des élections. Il va les organiser. Il est en train de forcer le passage. Et il parle d'une nouvelle Algérie. Il tient encore, quoi qu'on dise. Et ça, c'est une réalité, Hicham Aboud. Est-ce que vous pensez quel est l'âge de ce régime? Quel est l'âge du régime actuel? Il a 1 an et demi parce que ce régime a commis un hold-up contre le peuple algérien par l'intermédiaire de l'ancien chef de garde de Bouteflika, le nommé Gaïd Salah. Il a fait un hold-up, il a voulu une révolution, il vient se mettre dans de nouveaux draps. Et ça fait 1 an et demi qu'il a ces nouveaux draps, mais des draps qui ont vite fait de se déchirer et de tomber en lambeaux. Et il a été démasqué. Donc, il organise... Je vais donner juste le mot de la fin à Maître Issa Rahmoun. Maître Issa Rahmoun, est-ce que vous êtes avec nous? Je suis là. Oui. Ah, très bien. Maître Issa Rahmoun, très rapidement, donc, vous étiez en train d'analyser par rapport à la situation, par rapport à ce régime, pourquoi il tient encore. Certes, c'est une question qu'il nous faut beaucoup de temps pour essayer pour répondre. Très rapidement, est-ce que vous pensez que le Hirak est toujours présent, qu'il est toujours fort et que le régime, en fin de compte, il est en train juste de gagner du temps et on ne peut pas éviter le changement que demande le peuple algérien? Tout à fait. Le régime, il tient qu'à ces derniers mois, probablement à ces 2 dernières années. Le régime est soutenu. C'est une expérience personnelle quand on faisait les lobbying et les visites de plaidoyer au niveau du Parlement européen ou là au niveau des Nations Unies. Vous savez, tous les mots d'ordre étaient axés, si vous voulez, que la cause des droits de la personne humaine tienne compte et la cause de la démocratisation de l'Algérie
avant chez avec le Quai d'Orsay. Maître Issa Rahmoun, ce régime reste, il est aidé, il est soutenu par des puissances étrangères. Certes que peut-être des ONG ou des institutions internationales essayent donc d'aider ce mouvement démocratique en essayant bien sûr de blâmer l'Algérie par rapport à ses dépassements, le régime par rapport à ses dépassements, mais il y a des puissances qui soutiennent ce régime. Oui, même s'il y a des puissances qui soutiennent ce régime, il faut croire en une seule puissance, c'est la puissance du peuple algérien. Vous savez, la diaspora, ce qu'elle réalise comme exploit, comme travail militant, comme travail pédagogique et politique à la fois, est extraordinaire. Tous ces gens qui sont installés et qui ont des informations, qui ont des fils d'actualité assez importants, dénudent, déshabillent le régime algérien. Il faut savoir que aussi en Algérie, malgré toutes les chaînes toutes confondues, même le Magharibiya ou le Baba Diffusion, le Radio M, tous ces canaux d'information, de communication qui sont indépendants et libres n'arrivent pas à avoir l'information réelle sur le terrain, mais c'est quoi la nébuleuse algérienne. Il faut parler de nébuleuse algérienne démocratique et qui fait office de construction d'un état de droit. Réellement, il faut croire en ce peuple, c'est un peuple de génie. عندنا واحد الشعب لازم يحترموه على l'échelle internationale, محترم à l'échelle internationale. On est exceptionnel. Réellement, on a un pouvoir en face de nous qui est féroce par son intrigue, par ses caprices, par ses manipulations. Mais aujourd'hui, on est en 2021. حتى واحد ما ينجم يكلخ الآخر. C'est pour cela le Hirak, c'est pas seulement des marches. الحراك ماشي مسيرات ولكنه مسار. C'est un processus qui peut prendre un peu de temps. L'essentiel, ça va aboutir à désarmer les Bonoré et consorts, à désarmer les firmes internationales. Il faut croire en ce qu'on fait. هذا ما كان. Merci à vous, Issa Rahmoun. Désolé, je vous ai pressé un peu parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Le mot de la fin, Hicham Aboud. Maître Issa Rahmoun est en train de dire que الحراك ماشي مسيرات, c'est un processus. Michael Khounesh, il a dit, est-ce que vous pensez qu'on passe par des moments difficiles? Est-ce que le Hirak passe par des moments difficiles, ou bien au contraire, c'est le régime qui est en crise et c'est le régime qui passe par les moments difficiles? Hicham Aboud. Entièrement l'opinion, le point de vue de Maître Issa Rahmoun, que je salue. Maintenant, s'il y a difficulté, c'est bien le régime qui est en difficulté. Parce que le Hirak, c'est quoi? C'est le peuple. Le peuple est en difficulté depuis la nuit des temps. Le peuple n'arrive pas à trouver même de l'eau à boire. L'eau potable n'est même pas disponible. Il n'y a ni huile, ni patate, il n'y a rien du tout. Oh, où est la difficulté que vit le peuple avec le régime? Non, c'est le régime qui est en crise. C'est lui qui est en difficulté avec le peuple. Parce que d'abord, il s'obstine à refuser d'écouter le peuple. Parce qu'il est sourd. Parce qu'il est incapable de réagir. Il n'a ni les moyens intellectuels, ni les capacités qui lui permettent de faire face à des situations difficiles. Il n'a une seule politique, c'est la fuite en avant. La fuite en avant finira par le mener droit au mur. Voilà ce qui attend le régime. Donc c'est lui qui est en crise, c'est lui qui est en panique, c'est lui qui est dans même. Et comme l'a dit Maître Issa Rahmoun, le Hirak, ce n'est pas uniquement des marches, des sorties, des manifestations populaires dans les rues. Mais le Hirak est avant tout une idée. Le Hirak est avant tout l'expression d'un rejet d'un système qui est périmé, qui est fini et qui est son visage le plus crapuleux, le plus horrible, et c'est là qui va le mener à ça. Merci à vous, Hicham Aboud. Merci à vous. On est arrivé à la fin de cette émission. Je remercie Hicham Aboud qui était avec nous depuis Paris, journaliste. Merci à Maître Belkacem Naïd Salah. Merci à Karim Kbir. Merci à Maître Issa Rahmoun.
C'était prévu d'avoir Ramadan Hamlet dans cette émission. On n'a pas pu l'avoir. Ya'tikoum saha à vous. Merci d'avoir suivi cette émission. L'émission Fil Umq va suivre cette émission avec Athman Sabaq. Restez avec nous. Ya'tikoum saha wa bqa' ala.